Mesdames, Messieurs, fidèles amis de l'autre journal, nous voici dans une nouvelle semaine avec une nouvelle émission avec vous. Cette semaine, nous allons aborder un seul sujet dans cette émission. Il s'agit de l'érosion côtière. Vous le savez déjà, vendredi dernier, l'Alternative, votre journal, votre bi-hebdomadaire, a publié un dossier sur le phénomène qui fait rage sur les côtes togolaises. Ce phénomène, l'érosion côtière qui décime des villages, qui rend victimes les populations et leurs activités économiques qui disparaissent peu à peu. Nous sommes sur ce plateau avec deux invités pour en parler, ceux qui étaient au cœur de ce dossier, ceux qui sont descendus sur le terrain pour interroger les populations, pour interroger les victimes, pour enquêter autour du phénomène. Nous sommes avec eux sur ce plateau, nous allons en parler de long en large, les chiffres, les victimes et tout ce qui est autour de ce phénomène, l'érosion côtière que le Togo et d'autres pays de la sous-région connaissent en ces temps. Tino Kossi, bonjour. Oui, bonjour Isidore et bonjour à nos amis qui nous suivent dans l'autre journal. Voilà. Je vous rappelle que Tino Kossi, il est rédacteur au journal L'Alternative. Nous l'appelons à la rédaction Monsieur Biki Rouge parce que c'est lui qui corrige les textes de la rédaction. Monsieur Biki Rouge, ici, tu vas corriger les lecteurs, les téléspectateurs de l'autre journal. Non, pas ici quand même. Merci, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de l'autre journal. Oui, le second invité, je dirais la seconde invitée, elle s'appelle Alice Lawson. Alice, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour aux internautes de l'autre journal, bonjour à Tino. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle que Alice, elle est également rédactrice au journal L'Alternative. C'est avec Tino, c'est eux qui ont réalisé ce dossier sur l'érosion côtière dans notre journal, un dossier qui a été publié vendredi dernier. Oui, Tino, qu'est-ce qu'il y a, ma première question générale, qu'est-ce qui a motivé la conception de cette enquête sur l'érosion côtière? Oui, Isidore, c'est vrai, le phénomène d'érosion côtière, c'est un phénomène, et on en parle ici et là, mais nous avons tenu au niveau de l'Alternative à descendre sur le terrain pour vivre la chose, en tout cas, et constater les dégâts de ce phénomène nous-mêmes. Voilà, et donc nous avons voulu aussi aller aux côtés des victimes, les écouter et essayer de partager avec eux un peu ce qu'ils vivent par rapport à ce phénomène et éventuellement essayer d'arracher peut-être les pistes de solutions éventuelles, voilà, qu'on peut mettre sur la place publique et qui peuvent peut-être inspirer des actions, que ce soit au niveau des gouvernants ou d'autres institutions internationales, voilà, qui s'impliquent dans la lutte contre ce phénomène. En tout cas, nous avons voulu jouer notre partition, peut-être pour apporter peut-être un mieux-être à défaut d'une solution toute faite comme ça à nos compatriotes qui vivent près de la mer et qui sont victimes de ce phénomène de l'érosion côtière. Voilà un peu brosser les motivations de cette enquête. Voilà. Merci beaucoup. Alex, voilà, tu as participé à cette enquête, tu es descendu sur le terrain pour toucher du doigt
ce phénomène qu'est l'érosion côtière, dont beaucoup de personnes en sont victimes. Et la finalité, qu'est-ce que tu as voulu montrer aux gens à travers cette enquête-là? Oui, merci Isidore. Bon, je pense que avant cette enquête, le phénomène de l'érosion côtière, même moi en tant que journaliste, je l'entendais, je le lisais à travers les écrits et à travers les vidéos. Mais cette descente sur le terrain m'a permis vraiment de toucher du doigt ce que vivent les populations. On constate que le problème, il est réel. Le phénomène de l'érosion côtière est vraiment réel. Il suffisait juste de faire un tour sur la plage, sur les villages côtiers pour comprendre ce que c'est que l'érosion côtière, la gravité du phénomène et ce que vivent aussi les populations surtout. Parce que l'érosion côtière rime également avec pauvreté. Les populations sont vraiment dépouillées de tout et donc c'est vraiment aggravé de pauvreté. Donc il fallait aussi, à travers ce dossier-là, montrer la gravité du problème, mais au-delà, comme si c'était notre part aussi, en demandant au gouvernement, en demandant à tous ceux qui luttent pour l'environnement, dans le cadre de l'environnement, de trouver solution pour que ne disparaissent les villages côtiers, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin, sur le long du littoral en fait. D'après les documents que vous avez consultés dans cette enquête, dans la réalisation de cette enquête, il y a le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal sont des pays aussi touchés par l'érosion côtière. Mais le Togo est plus touché. C'est ce que disent les documents. Et la longueur de la côte du Togo, on parle de 48 km d'Aflao à Hilakondi. C'est ce qu'on a dit. Et 2,3 millions d'habitants vivent sur la côte et sont touchés par ce phénomène-là. Et leurs activités économiques également en sont touchées. Tino, voilà. Tino, quand vous êtes descendu sur le terrain, vous avez rencontré toutes ces personnes-là, qu'est-ce que vous avez constaté? Bon, moi, ce que j'ai pu noter, voilà, des descentes que nous avons effectuées auprès des victimes de ce phénomène, c'est l'impuissance. Ce que j'ai noté, c'est l'impuissance de Gbetchogbe à Goudrafoa, en passant par de Vikopé, c'est l'impuissance. Parce que quand la mer se déchaîne, il n'y a apparemment rien pour la bloquer. Donc, les populations riveraines sont là, elles vivent la chose, elles ne peuvent rien faire. Tous ceux qui essaient de faire quelque chose, ce sont peut-être les propriétaires de bars ou restaurants qui sont voilà, situés tout le long de la côte, qui font des affaires, qui essayent un peu avec de petits moyens et de mettre du sable dans des sacs pour essayer de bloquer l'avancée des vagues et ainsi réduire un peu l'érosion de la côte, ce qui va quand même atteindre leurs infrastructures. Donc c'est tout ce que j'ai constaté. Voilà, je donne l'exemple du proprio de Bouma Biche à Kogan, qui a mis énormément de moyens. Je sais que tu te rappelles, ils nous ont confié voilà, qu'ils utilisent ils achètent des sacs biodégradables qui coûtent, je crois, 4 500 ou 5 000, et qu'ils emploient les jeunes qui essaient de mettre du sable dans ces sacs et qu'ils prennent autour de 1500, 2000. Donc, ça fait pratiquement 7000 à 7500 qu'ils dépensent sur un sac à remplir. Et donc, ils nous avaient dit qu'ils ont fait un truc de 4500 sacs. On a fait un peu le calcul, donc ça faisait un truc de 34-35 millions de francs CFA qu'ils ont utilisé. Ça ne règle pas tellement le problème, c'est juste un palliatif. Donc, ce sont les riverains qui ont plus ou moins les moyens, qui essaient de faire quelque chose, sinon le commun des populations, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. En tout cas, c'est ce que moi
Et j'ai constaté quand nous sommes descendus sur le terrain. Ah, merci beaucoup. Et Tino, oui, Alice, je voudrais te poser cette question. Selon une étude du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, il y a au moins 500 mètres de terre se retrouve aujourd'hui dans le ventre de la mer. Mais quand on est descendu sur le terrain, notamment à Dwévikopé, le chef du village de Dwévikopé nous a renseigné qu'au moins il y a 1 kilomètre qui se retrouve aujourd'hui dans le ventre de la mer. Il nous a décrit comment il se déplace à chaque fois que Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de cette partie-là, de ce village-là, ce que vivent les habitants de ce village de Dwévikopé? Exactement. Je pense que le village de Dwévikopé semble être plus touché que les autres villages sur le littoral. Quand moi j'ai été à Dwévikopé, j'ai été plutôt touché par ce que vivent les populations. D'abord impuissantes devant tout ce qui se passe, devant la mer qui avance, qui les oblige à se déplacer plusieurs fois déjà. La mer a emporté les écoles, tout ce qui est infrastructure, les WC, tout ce que les terrains de sport et tout. Et c'est une population qui vit, je pense, la peur au ventre en attendant les prochaines vagues encore viennent pour qu'ils se déplacent. Le chef de Dwévikopé, par exemple, là où il habite, il nous a dit que ça fait la 6e fois qu'il se déplace, que le palais de Dwévikopé s'est déplacé. Le palais royal s'est déplacé. En ce moment, il essaie de construire un nouveau palais, mais faute de moyens, on a vu les constructions encore aux arrêts, les travaux des constructions aux arrêts. Et lui-même, il habite, excusez-moi de le dire, dans un taudis, parce que c'est, je ne sais pas, pour la culture africaine, pour la royauté, pour ce qu'on sait un peu de ce que c'est que la chefferie en Afrique, là où le chef de Dwévikopé vit, il reste, je ne sais pas quel mot utiliser, mais c'est déplorable tout simplement. C'est déplorable. Et c'est des populations, imaginez que Dwévikopé n'a pas d'école. Donc les habitants de Dwévikopé, les élèves de Dwévikopé sont obligés d'aller dans un autre village pour aller à l'école. L'école existe, il a même été rénové, mais puisqu'il est juste à côté de la plage, les parents et autres craignent une prochaine avancée de la mer ou que les vagues surprennent les enfants dans les classes et donc l'école est fermée et les enfants sont obligés de parcourir des kilomètres pour aller dans un autre village pour aller à l'école. À Dwévikopé également, on a constaté que les gens sont dépouillés de tout. Quand je dis de tout, c'est vraiment de tout. Ils n'ont pas de cimetière, ils vont enterrer leurs morts ailleurs. Alors que dans la culture africaine, on sait un peu ce que c'est qu'aussi nos enterrements. Quand tu perds un parent, tu veux l'avoir, proche, aller peut-être de temps en temps sur la tombe. Mais alors que là, on se rend compte que les cimetières sont dans la mer et les gens ne peuvent pas aller dans la mer pour aller se recueillir sur les tombes. C'est également le même problème pour leurs dieux entre griffes, les vaudous qu'ils adorent. Tout est dans la mer et Dwévikopé se retrouve, je dis, sans rien, sans tradition, sans rien vraiment. Et je pense qu'il urge vraiment qu'une solution soit trouvée pour que Dwévikopé revive, je dirais. Une petite précision, est-ce que le palais royal en construction actuellement, est-ce que ce palais-là serait à l'abri de ces vagues-là? Non, on ne dirait pas même que ce palais serait à l'abri, parce que la mer avance. Selon le chef du village de Dwévikopé, avant, quand tu arrivais au Goudron, il fallait faire 1 kilomètre pour arriver à Dwévikopé. Mais aujourd'hui, quand tu arrives au monument de Baguida pour arriver à Dwévikopé, tu ne fais pas, je ne sais pas, 300 mètres. Ça veut dire que la mer avance et c'est évident que là où il se trouve aujourd'hui pourra être emporté si rien n'est fait. Voilà. Et je pense qu'il a même dit que
il y a des nuits même que les vagues viennent surprendre sur leur lit. Exactement. Ça, c'est le cas qui s'est produit en 2014, par exemple, quand les populations, dans la nuit, se sont retrouvées envahies par les vagues. Elles ont été obligées de déménager. Mais aujourd'hui, il y a certains qui sont revenus sur les lieux faute de moyens, parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour louer des maisons. Et ils sont revenus sur les lieux. Et certains habitent, je dirais, sur des carrés administratifs. Ils sont même ou sur les rues. Donc ils habitent aujourd'hui. C'est des habitations provisoires en attendant que les vagues à nouveau viennent les déloger. Voilà. On va revenir tout à l'heure sur comment est-ce que certains ont été relogés quelque part et faute de moyens, ils sont revenus dans leurs abris de fortune. On revient tout à l'heure. Tino, voilà. Je veux qu'on revienne sur les chiffres. Les régions côtières au Togo. Combien ça coûte au pays? Combien ça coûte au pays? Bon, je ne saurais le dire exactement, mais je vais juste donner voilà, un chiffre qui a été rapporté par une mission d'observation du littoral ouest africain qui a réalisé une étude en 2015 et qui estimait l'érosion de la côte entre 1,8 et 5 mètres par an. Par an. Donc, si on essaie d'extrapoler un peu, on peut se faire une idée de combien de mètres ont été rangés dans la plage et dans les terres qui avoisinent les plages. Je sais que ces pertes ont été évaluées en termes de PIB, en termes de PIB. Je ne sais pas si je peux me retrouver dans les chiffres qu'on a. C'est une étude réalisée par la Banque mondiale en 2017. Voilà. Et le Togo, qui est le pays le plus touché, cela a coûté au Togo en termes de PIB 4,4%. C'est ce que les études de la Banque mondiale en 2017 ont révélé. Oui. Justement, ce qui est certain, c'est que les pertes sont énormes. Alice le disait tantôt, que ce soit à Bébé-Copé ou à Baudrafort. Je me rappelle qu'à Baudrafort, même le maire nous a confié que quand lui était enfant, dans les années, je crois, il parlait des années 67, comme ça, qu'il fallait faire parcourir au moins 1 kilomètre avant d'atteindre la plage qui avait plein de cocotiers et entre la route et puis voilà la plage, et que maintenant tout ça là ça n'existe plus. Au moins cette distance de 1 kilomètre illustre quand même la chose. Aujourd'hui à Gochogbe par exemple, c'est à peine 60 mètres qu'il y a entre voilà, les vagues et puis et les habitations. Donc ça veut dire simplement que l'érosion a pris une bonne partie des terres et qu'aujourd'hui la mer et les habitations sont presque collées. Et le chef de Gochogbe nous disait l'autre fois que parfois quand les vagues sont fortes, les vagues montent et échouent juste derrière sa clôture. Et c'est peut-être même la clôture qui empêche les vagues de rentrer dans la maison. Je me rappelle que quand on y était, il nous avait montré même un endroit dans la maison où une ou deux fois les vagues sont montées. Il y avait quand même des traces d'eau, voilà, pour juste illustrer que quand les vagues sont fortes, et elles montent dans la maison. Donc voilà, sur toute la côte, c'est le phénomène qu'on constate. J'ai quand même à l'image ce puits que la dame nous avait montré, la dame qu'on a rencontrée au niveau de Vicopé là. Le puits était long d'à peu près 3 mètres. La dame était là-dessous et quand on l'avait interrogée, elle nous disait que c'était le puits familial. Donc ça veut dire que leur maison était là-bas et que voilà, quand tu vois le puits, c'est long et puis c'est émouvant quand même, c'est émouvant. Et donc ça illustre un peu la portion
de terre que la mer a prise voilà, sur la plage depuis que ce phénomène d'érosion a commencé. Et le chef de Gbetchogbe nous disait aussi qu'ils sont au 3e Gbetchogbe. C'est-à-dire que le village était quelque part, la mer les a chassés, ils ont reculé, la mer les a encore chassés, ils ont encore reculé. Et il disait que même là où ils sont actuellement, que c'était leur champ. Là où ils sont actuellement, c'était leur champ. Ça veut dire qu'ils vivaient encore loin, ils venaient cultiver là-bas. Aujourd'hui, ils sont obligés de venir habiter là-bas et ils n'ont même pas l'assurance, voilà, qu'ils peuvent y être peut-être, je n'en sais rien, peut-être dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. On nous dit que c'est la 3e route et Lomé et voilà et Bénin qui est construite et que les deux premières ont été avalées par la mer. Donc ça illustre simplement le phénomène. Ça se poursuit, ça a commencé, mais ça se poursuit peut-être sous l'effet des causes d'abord qui sont peut-être naturelles, sous l'effet des changements climatiques qui font monter quand même le niveau de la mer. Et quand la mer monte, forcément ça doit chercher de l'espace et c'est sur les terres que la mer parvient à prendre ces espaces. Au-delà des phénomènes naturels, il y a aussi les phénomènes anthropiques qui sont liés à l'action de l'homme. Le fait d'aller chercher du sable à la plage, le fait d'aller extraire du gravier, et tout ça là, ça accélère le phénomène. Donc c'est un ensemble de facteurs. Il faudra peut-être composer avec cet ensemble de causes pour pouvoir trouver des solutions à longue portée à ce phénomène. Puisque tu parles des causes, je ne voudrais pas qu'on occulte la construction du port autonome de Lomé. Oui, c'est vrai, les gens l'ont dit, la construction du port a quand même accélérer l'érosion qui devrait commencer quand même avant cette construction, mais ça a l'effet d'accélérer le phénomène. Les gens nous ont beaucoup plus parlé aussi des ouvrages que LCT a construits. Beaucoup ont relayé ces plaintes. Et je me rappelle quand on a rencontré même les responsables de l'ONG là et d'ANDAF, et puis l'association Gaïb, un truc comme ça qu'on avait rencontré, ils ont confié que cette construction a quand même accéléré l'érosion dans les localités qui se trouvent quand même du côté est de ces constructions, que les populations s'en sont plaintes, mais que au niveau de la LCT, on n'a jamais voulu accepter cette part de responsabilité et peut-être agir en conséquence et peut-être réparer un tant soit peu le tort qui a été causé à ces populations. C'est vrai que c'est important le développement économique, tout ce qui a été construit là-bas, ça contribue quand même peut-être au développement économique. Mais bon, ça a quand même des impacts négatifs sur les populations. Il va falloir quand même que ceux qui ont une part de responsabilité dans ce phénomène essaient quand même d'apporter les actions qui puissent soulager, ne serait-ce qu'un temps soit peu les populations, avant qu'on ne pense à des solutions de plus grande portée. On en parlera tout à l'heure avec ces projets qui ont été initiés pour arrêter un temps soit peu le phénomène de l'érosion côtière sur les côtes togolaises. Oui, Alice, on parlait tout à l'heure de délogement, de relogement. Voilà, on avait rencontré, je pense que c'était à Devikopé, rencontré quelques personnes là-bas
Et il y a certaines personnes d'entre elles qui relatent l'histoire avec des larmes aux yeux, parce que il fut une année, moi je me rappelle plus exactement de l'année, je ne sais pas si toi tu t'en souviens. Il fut une année où on a relogé des gens, le CEG de Baguida, oui. Maintenant, quelques jours, bien quelques mois après, on les a laissés. Ils sont obligés de revenir au bord de la plage, dans leur habitation de fortune. L'histoire des sinistrés de la mer, elle est émouvante en fait. On se sent vraiment impuissant devant ce que vivent ces populations-là. Il a fallu que moi je fasse le terrain pour comprendre de plus près ce qui se passe. C'était en 2014 quand les vagues ont surpris les populations le long de la plage. Oui. Et à Doivikope précisément, les populations, au total 14 ménages, avaient été logés au CEG de Baguida. Et je crois que le gouvernement, avec la ministre en charge des actions sociales, DDA Rufa, il avait été donné aux populations, je crois, 240 000 francs par ménage pour se reloger, à raison d'un loyer de 10 000 francs, donc une pièce de 10 000 francs. Donc pour l'année, pour les 12 mois, cela faisait, je crois, 120 000. Un truc, c'était quoi exactement? 10 000 francs, 12 mois. Non, 20 000 francs, donc ça faisait 240 000. Okay. Donc c'était 20 000 francs par mois sur les 12 mois, donc 240 000 francs qui avaient été remis à chaque ménage. Donc un an après, les ménages se sont retrouvés parce qu'il n'y avait pas d'activité génératrice de revenus. Elles ont dépensé, les 1 an étant passé, il n'y avait plus d'argent pour payer les loyers. Voilà, pour payer les loyers. Voilà, donc après 1 an, les gens se sont trouvés dos au mur et ils ont rejoint le village pour certains. D'autres sont allés peut-être vivre au village, entre griffes, peut-être dans d'autres localités. Mais je crois que plus d'une dizaine de ménages sont revenus à Doivikope précisément. Alors que les vagues avaient déjà détruit tout ce qu'ils avaient comme habitation, il a fallu pour certains trouver des moyens pour reconstruire quand c'était possible, ou carrément trouver une autre place pour se loger. C'est comme ça que certains se sont retrouvés dans le domaine public. Ça veut dire que sur Doivikope, c'est une route en fait. Les gens sont sur la route. Ça veut dire que le jour où le gouvernement va se lever pour dire que je veux, cet espace-là, il était prévu pour, je ne sais pas, pour une école, pour, je sais pas, pour quelque chose, pour une infrastructure donnée. Voilà, pour d'utilité publique. Les gens seront obligés de quitter les lieux. Donc, les dames que moi j'ai rencontrées depuis 2014. Il y a de l'eau qui a coulé sous le pont, il y a bien des années qui sont passées, mais c'est avec douleur, c'est avec pleurs que les gens racontent encore cette histoire-là. Depuis 2014, plus rien n'est dit, plus rien n'est fait. Le gouvernement ne dit plus rien, les gens se sont retrouvés dans le village, peut-être se reloger d'eux-mêmes et plus rien. En espérant que prochainement les vagues encore viennent déloger pour qu'on mène peut-être une action et ça s'arrêtera là. Donc vraiment le problème il est sérieux, il est crucial et il urge encore une fois que solution soit trouvée. Voilà. Merci beaucoup Alice. Et Tino, dans cette situation, je pense que vous avez rencontré des autorités locales dans votre enquête et ces autorités-là se plaignent aussi que les populations viennent les voir, mais elles aussi n'ont pas la solution en tant que telle pour ces populations. Oui, je verrai l'exemple du maire de la commune de Lac 3, et notamment qu'on a rencontré, qui a été ouvert à nous. Il a été ouvert. On lui a effectivement posé la question, je me rappelle, qu'est-ce que la mairie fait pour lutter contre ce phénomène.
Et bon, nous-mêmes déjà, lorsqu'on posait la question, on s'attendait quand même à une réponse. Voilà. Il nous l'a dit, la mairie n'a pas les moyens de lutter contre l'érosion, que les gens viennent s'en plaindre, mais eux aussi subissent le phénomène. Ils subissent le phénomène. Donc, je reviens un peu quand même à l'idée d'impuissance que j'avais évoquée tantôt, parce que le phénomène, c'est un phénomène qui est très sérieux et ça ne va pas se régler par de petits moyens. Je me rappelle aussi que j'avais posé la question à notre dame là, ou bien voilà, aux gens que nous avons rencontrés au niveau du chef de Betchobé. Je leur demandais comment est-ce que vous passez les nuits, sachant que vous vivez à côté de la mer, et qu'une nuit comme ça, la mer peut venir et puis vous envahir, vous emporter, et puis c'est fini pour votre vie. Et je crois on m'avait répondu, voilà, c'était la dame. Je crois que en fait, ceux qui sont riverains de la mer dorment en fait avec un œil. Dorment avec un œil. C'est-à-dire tu ne peux pas dormir tout tranquillement et profondément parce que tu as peur, voilà, de te voir emporté par les vagues. Donc c'est juste pour dire que la solution ne viendrait pas, par exemple, des populations riveraines. La solution ne peut pas venir peut-être je n'en sais rien, des communes qui longent la mer, parce que la lutte contre l'érosion, c'est un problème de gros sous. C'est un problème de gros sous qui sont peut-être d'abord du ressort de l'État. Et parfois même, l'État aussi estime qu'il n'a pas assez de moyens et l'État recourt souvent aux institutions internationales partenaires pour engager des actions. Donc, ce ne sont juste que ces genres d'actions qu'on peut peut-être appeler de tous nos voeux, parce que un riverain ne peut rien contre la mer qui avance. Si c'était, je n'en sais rien, peut-être d'autres phénomènes, ce serait peut-être à la portée de ces populations. Mais bon, on va juste en appeler aux actions idoines des responsables et des autorités compétentes, des structures compétentes pour lutter contre ce... Sinon, je pense qu'il y a un moment ou bien une période définie. Les populations ont dit une période définie à laquelle elles sont beaucoup plus inquiètes du phénomène. Parce que c'était dans cette période-là c'est-à-dire la montée de la mer, de l'océan est beaucoup plus visible sur la côte. Ils vous ont parlé de ça. Oui. Il y a la période des basses marées, la période des hautes marées. Et je crois c'est l'ingénieur de Bouma Beach, je crois, on l'avait cité, Oswald Gassoré, qui nous a expliqué un peu le problème qu'il y a des moments où la mer monte, que eux-mêmes là-bas, lorsqu'ils utilisent les jeunes pour remplir les sacs, il y a des moments où ils dégagent. Parce que en l'espace de quelques minutes, tu es submergé par l'eau, parce que la mer monte et tu ne peux plus t'en sortir. Donc, il y a ces moments qui sont quand même signalés aux populations riveraines. Je sais que, je crois que c'est la préfecture maritime ou des autorités comme ça qui signalent quand même ces genres de périodes et conseillent aux populations de ne pas s'approcher de la mer, ou du moins d'éviter la mer au maximum, d'éviter surtout les baignades comme les jeunes les aiment souvent. Donc, s'il n'en tient qu'aux populations, je pense que si le phénomène de l'érosion s'accentue au cours de ces périodes, c'est peut-être minime, mais je pense que l'érosion c'est beaucoup plus sur une grande période
un grand moment. Ce ne sont pas peut-être durant peut-être ces quelques jours, semaines, que ça s'accentue tellement. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Tino. Ok. Voilà, d'accord. D'abord, oui, Alice, je voudrais poser une question sur le plan économique. Ce phénomène économiquement fragilise la population. Par exemple, sur la côte, il y a la population qui perd certaines activités et ça fait sur les jeunes filles, leurs mamans et autour de là. Comment est-ce que ces personnes-là vivent dans ces villages-là? Le phénomène de l'érosion côtière va en s'aggravant, il faut le dire, et également c'est le poids lourd que c'est sur l'économie des populations en fait. Il faut dire que les populations se retrouvent sans activité finalement, puisque la mer emporte tout. Sur les côtes, les populations, les habitants sont plutôt pêcheurs, ils vont à la pêche, ils font du maraîchage, de l'agriculture en quelque sorte. Mais quand la mer a emporté tout avec elle sur son passage, il n'y a plus de terre pour faire de l'agriculture, il n'y a plus de terre pour faire du maraîchage. Et aller à la pêche, c'est impossible parce que l'eau a détruit les barques et les filets et bien d'autres. Donc tout ça réuni fait que les populations sont devenues vulnérables et c'est compliqué pour les populations puisqu'elles n'ont plus d'activité. Les jeunes filles par exemple s'adonnent à de petits commerces, des petits travaux, ce qui accentue aussi la délinquance dans la zone. Les jeunes garçons se droguent, se donnent à n'importe quoi. Comme nous l'a confié le chef du village même de Douévi-Kopé, qui nous a dit que il n'est pas impossible de voir une jeune fille de moins de 18 ans avec 2 enfants, 3 enfants. Ce qui fait également réjaillir sur, comment je peux dire, le phénomène de grossesse précoce, qui est un autre pan une autre conséquence de l'érosion côtière. Donc il faut dire que les gens sont démunis de tout. Les gens vivent dans une précarité sans précédent le long de la côte. Voilà. Merci beaucoup. Et voilà, l'érosion côtière, c'est un phénomène qui détruit tout sur son passage. Voilà. Et le gouvernement, avec les partenaires, ont initié un projet, le projet Waka. Le projet Waka, aujourd'hui on parle de Waka Récif. C'est son second volet. Et ça concerne la côte. Et Tino, nous allons parler de ce projet Waka, parce que ça prend en compte certaines parties de la côte. Il y a d'autres localités qui se plaignent parce que ce projet-là n'est pas encore arrivé à leur niveau. Nous avons vu le 3 novembre dernier, 2022, où un volet de ce projet-là a été lancé par le Premier ministre togolais, accompagné des ministres béninois, parce que le projet va prendre en compte l'axe Agbodrafort, Grand Popo, Agbodrafort au Togo, Grand Popo au Bénin. Donc il y a des choses qui seront faites à ce niveau-là, Tino. Oui, c'est le plus grand projet quand même de protection entre guillemets de la côte et qu'on a avec ce projet Waka. Bon, maintenant il reste quand même à voir les impacts lorsque toutes les infrastructures qui ont été citées seront réalisées. On sait que c'est depuis 2015 que ce projet fait son chemin et qu'en 2018 ça a été complété par le volet Waka Récif. Voilà. Donc le projet concerne même un ensemble de pays. Il y a le Togo, le Bénin, voilà, la Côte d'Ivoire, tout ça, la Mathieu, tout ça. Mais bon, quant à ce qui a été
lancé dernièrement par le Premier ministre. Et ce sont des travaux qui vont concerner à ce que ce qui a été dit et la portion Agbo-Drafort. Concernant le Togo, Agbo-Drafort jusqu'à Neho et à la frontière. Donc le projet continue quand même du côté du Bénin et jusqu'à Grand Popo. Donc on nous a dit qu'il sera construit des infrastructures techniques. On parle d'épis, on parle comme c'est technique et puis on n'est pas trop spécialiste là-dedans. Et on préfère juste les citer comme ça. Je sais pas qu'on parle de construction d'épis, on parle de remplissage de bras lagunaires, un ensemble de... Oui, voilà, je peux t'aider un peu. Bon, tu sais, ce qu'on sait du côté du Togo, du côté qui sera construit 7 épis en enrochement, bon, selon les termes techniques qu'ils ont utilisés, 7 épis en enrochement et de rechargement de sable de casier délimité par des épis à Agbo-Drafort. Voilà, c'est au niveau d'Agbo-Drafort. Au niveau d'Aného, il y a la réhabilitation et allongement de 10 mètres. Pour lutter contre les submersions marines, construction d'infrastructures touristiques. Donc voilà. On parle aussi de mise en place d'une digue, en sable de mer de 110 mètres, un truc comme ça. Et voilà, du côté du Bénin, on parle aussi de 8 épis qui seront construits. Et puis on parle aussi de rechargement massif en sac. Tout ça là, c'est des termes techniques. Voilà, comme on n'est pas trop spécialiste là-dedans, et on préfère les citer comme ça. Donc, tout ce qu'on peut peut-être espérer, c'est que ces infrastructures soient vraiment construites et que on ait quand même la preuve qu'elles ont réussi à bloquer, ne serait-ce que la vitesse de l'érosion. C'est vrai qu'on a appris que du côté du Ghana, que lorsqu'on a construit ces genres d'ouvrages, je crois que c'est au niveau de Tema, voilà, une localité comme ça, qu'on a quand même pu noter l'impact positif de ça, et que, bon, d'autres spécialistes disent que en fait, ces infrastructures ont repoussé un peu le phénomène de l'érosion vers la partie basse qui est du côté du Togo et tout ça là. Donc, si c'est le prix à payer, et s'il faut aussi mettre en place ce genre d'ouvrage au Togo aussi, je pense que on ne peut juste qu'en appeler au gouvernant. Bon, je suppose que s'il y a manque de moyens dans les caisses de l'État, c'est beaucoup plus facile à l'État voilà, de faire appel aussi aux partenaires qui sont là, qui sont prêts quand même à financer. Donc, si on doit installer aussi ces genres d'ouvrages qui auront l'effet de réduire le phénomène, qui auront l'effet de rassurer quand même, protéger les populations riveraines, je pense qu'on aura réussi quand même à sauvegarder la côte et tout ce qu'il y a comme infrastructures socio-communautaires, tout ce qu'il y a comme route, tout ce qu'il y a comme école, tout ce qu'il y a comme activité génératrice de revenus. Je pense que c'est le Togo dans son ensemble qui en sortira vainqueur, parce que on imagine un peu la peine des populations qui sont obligées de se déplacer tout le temps. Aujourd'hui, se déplacent peut-être dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Voilà, elles sont obligées voilà, de se déplacer encore, ainsi de suite. Et c'est la même chose pour les routes. Et on nous dit qu'on en est à la 3e. On en est à la 3e. J'imagine un peu tout ce qu'on dépense pour construire ces routes. Et peut-être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on est obligé voilà, de se déplacer encore pour en construire une autre. Et je pense qu'on l'a relayé dans le dossier. Des prévisions disent que la route actuelle à l'horizon 2050
sera aussi probablement envahi par la mer. Donc aujourd'hui on est en 2023, on en a encore peut-être 25, 26, 27 ans. La question que moi je me pose souvent, c'est que est-ce qu'on ne peut pas utiliser les gros moyens en même temps pour protéger tout ça là? Parce que s'il faut utiliser plusieurs milliards, bon, je sais que schématiquement on dit que pour construire une bonne route, il faut 1 milliard de francs CFA. Je sais qu'on dit ça schématiquement. Pour 1 kilomètre. Voilà, pour 1 kilomètre. Voilà, pour 1 kilomètre. Et je sais que la côte fait 50 km. Supposons que c'est 50 km. Il faut utiliser 50 milliards pour construire cette route aujourd'hui. Et peut-être dans 20 ans, 30 ans, on sera encore obligé de repousser, voilà, d'abandonner cette route, d'aller en construire ailleurs. Je pense que c'est de l'argent qui est quand même investi inutilement, jeté par la fenêtre. Donc il faudrait qu'on pense quand même à des solutions qui sont de plus grande portée et qui puissent rassurer sur plusieurs décennies. Je ne sais pas s'il y a quand même une solution vraiment qui puisse empêcher l'érosion. Moi je n'y pense pas. Je crois quand même qu'on peut quand même réduire sensiblement, atténuer le rythme, l'impact de l'érosion. Donc ce sont ces genres de solutions qu'il faut chercher. Si le prix c'est d'aller supplier les partenaires pour qu'ils nous aident, les partenaires sont là pour ça. L'essentiel c'est de faire des projets qui sont clairs et qui auront de l'impact sur le phénomène. Je sais que par rapport ces prévisions disent aussi que au rythme où va l'érosion, même la ville d'Anéhor risque de disparaître. Et je sais aussi qu'à plusieurs reprises, des ressortissants d'Anéhor, il y a une association qui est porteuse d'un projet de requalification de la ville. Et voilà, pour anticiper tout ça. Bon, mais qu'est-ce que ce projet est devenu? Donc voilà, la balle est dans le cas quand même des gouvernants qui ont les moyens d'explorer des pistes de grande portée plutôt que les victimes de l'érosion même qui sont à côté de la mer et qui sont sans moyens. Voilà. Merci beaucoup. Oui, merci. C'est un dossier très intéressant. Dans tous les cas, nous invitons, nous continuons pas à inviter les lecteurs, ceux qui nous suivent dans cette émission, de chercher le journal L'Alternative numéro, c'est quel numéro déjà? Numéro 1092. Numéro 1092, du vendredi 21. Voilà, 20 janvier. Oui, du vendredi 20 janvier 2023. Voilà. L'Alternative numéro 1092 du vendredi 20 janvier 2023. Donc, vous cherchez ce numéro-là et vous allez trouver le dossier dedans. En tout cas, Tino Kossi, merci d'être passé sur le plateau pour nous expliquer davantage à ce dossier. Merci Isidore. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. Voilà. Alice Lasson, merci d'être passé sur le plateau de l'autre journal. Je vous en prie Isidore. Merci à tous ceux qui nous suivent sur l'autre journal et merci encore. En tout cas, je vous ai fait sportif aujourd'hui. Vous étiez derrière les rideaux aujourd'hui, les gens vous connaissent. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Tout à l'heure, c'est pas encore fini parce que Ferdinand Ité va passer tout à l'heure sur le plateau et nous allons aborder un sujet sur l'assassinat des journalistes. Je pense que Ferdinand aussi va venir brosser un tout petit peu ce dossier-là parce qu'il était au courant. C'est d'ailleurs lui, le directeur, celui qui a dirigé cette enquête, ce dossier. Voilà. Retour dans cette émission, l'autre journal numéro 136, nouveau numéro de cette semaine. Nous avons avec nous sur ce plateau maintenant Ferdinand Haïté, directeur de publication du journal L'Alternative. Ferdinand,
bonjour. Bonjour Isidore. Voilà. Tu as suivi avec les internautes de tout à l'heure, nos amis Alice Lasson et Tino Kossi, qui étaient là pour décrypter le dossier sur les heures côtières. Je sais que tu as quelques mots à placer, des observations, oui, des informations à compléter. Merci d'abord. À vous trois d'ailleurs, parce que c'est vous trois qui avez piloté ce dossier en descendant régulièrement sur le terrain, donc toi-même, Alice et puis Tino. Moi, j'ai suivi ça de très près en tant que directeur pour veiller à ce que les choses se passent, les choses se passent normalement. Et il faut remercier aussi notre partenaire, un de nos partenaires majeurs qui nous a accompagnés dans cette enquête, le CCFD. Ouais. Il faut le préciser. Et je dis merci pour tout le travail colossal qui a été fait en plusieurs phases d'ailleurs. Ça fait plusieurs mois qu'on est sur le terrain. D'abord, collecter les données, rencontrer les intéressés, les acteurs majeurs, plusieurs sorties avec des caméras. On projettera les vidéos parce qu'il y a eu la phase de décryptage tout à l'heure avec Alice et Tino. Il y a les vidéos qui vont suivre, toutes les vidéos qu'on a eu à réaliser sur le terrain pour que les gens écoutent les populations elles-mêmes s'exprimer sur ce qui leur arrive. Et c'est assez inquiétant ce qui se passe sur nos côtes. Je ne veux pas revenir sur tous les détails qui ont été donnés tout à l'heure par Tino et Alice. On sait que la frontière actuelle de Côte d'Ivoire-Copé risque de partir le plus rapidement possible parce que les vagues sont en train d'atteindre la route qui est là-bas. On sait que vers Pogan, dans le virage, il y a une localité qu'on appelle Afiarenigban. Il y a un terminal de Togocom quelque part là-bas. On sait que cette zone est aussi très menacée. On sait également que Agbodrafo est dans une situation assez difficile à Néon. Et à cela, il faut ajouter la pollution. La pollution qui a été effleurée dans le dossier, mais qui n'a pas été décryptée tout à l'heure. On sait qu'il y a le port minéralier à Kwemeni, et donc il y a le traitement des phosphates et puis le chargement sur les navires. Et à chaque fois qu'on traite le phosphate, nous avons déjà fait ce dossier par le passé, on déverse des tonnes et des tonnes de boue dans la mer. Et lorsque vous observez la mer de Kwemé jusqu'à Aného, Grand Popo et au-delà même, la mer prend une couleur verdâtre. En l'observant du ciel, on voit clairement l'ampleur de la pollution. Et il y a des pays comme le Bénin et le Nigeria qui se sont plaints à l'Organisation mondiale de l'environnement par rapport à cette pollution marine. Et il faut savoir aussi que la ville de Kwemé jusqu'à la ville d'Aného, c'est des dégâts énormes dus à la pollution due au déversement des boues de phosphate. Il y a pas mal de maladies, la contamination de l'eau, les maladies d'yeux, les maladies des dents, les dents qui jaunissent pour les enfants. Et ceux qui baignent dans ces eaux-là risquent d'être contaminés, atteints par des métaux lourds. Il y a des études des universités togolais qui l'attestent. Nous-mêmes, on avait déjà, avec la correspondance de TV5 Monde, on avait prélevé l'eau à l'embouchure là-bas et au niveau de Kwemé, qu'elle a eu analysé, on a vu les résultats. Et il y a le phénomène d'ensablement de l'embouchure à Aného, justement là où il y a le bar, Niadjo et toute la zone là, au niveau de la mairie. Et donc il y a un ensablement que des gens n'observent pas, mais qui ralentit carrément un certain nombre d'activités marines là-bas. Et l'ensablement arrive jusqu'à Sewatil-Kopé. On était sur le terrain, les populations de Sewatil-Kopé nous ont dit le lac est en train de perdre de sa profondeur parce que lorsqu'ils se rendent sur le lac avec les pirogues, ils remarquent que les pagaies ne rentrent plus profondément dans le fond du lac parce qu'il y a de l'ensablement. Et donc, la boue de phosphate qui est dérivée
de l'ouest vers l'est et qui arrive dans la ville d'Anéon, ça rentre dans l'embouchure et ça continue jusque dans le lac. Et donc, naturellement, il y a un phénomène qui touche l'écosystème, les poissons disparaissent et tout ce que le lac regorge comme la vie est en train de disparaître. Donc c'est assez inquiétant. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des solutions que vous avez proposées tout à l'heure, mais je pense qu'il faut s'inspirer aussi des pays qui ont réussi plus ou moins à régler ce problème. Donc les pays insulaires comme les Pays-Bas, on voit aussi par exemple au Portugal, à Lisbonne, il y a eu des travaux énormes qui ont été réalisés dans ces pays-là, ne serait-ce que pour contenir la mer. Et le professeur Blivi a toujours parlé de rechargement de la côte. Et il a toujours dit à chaque fois qu'on le reçoit dans les émissions, on sait que dans des pays comme le Nigeria ou ceux qui vont à Dubaï, on gagne avec des projets ambitieux, on gagne des terres sur la mer pour construire des cités. Il y a des gens qui le font au Nigeria avec des Chinois. Et cela nécessite des investissements. Alors, lorsque vous avez des richesses comme les phosphates que vous vendez à coups de milliards chaque année et qui rentrent dans les poches de quelques individus, la zone d'exploitation de phosphates, si vous réservez un pourcentage du chiffre d'affaires pour essayer de lutter contre l'érosion côtière, je pense que bon, on pourrait atténuer le phénomène. Toujours est-il que lorsque vous empruntez le boulevard du Mono et jusque dans sa continuité pour aller à Baguida, vous voyez bien que la mer avance à grands pas. Et ceux qui ont l'œil vigilant, qui observent, il y a 20 ans, la mer était pas à ce niveau. On voit bien que le Wharf est en train totalement de partir. Tous les bars qui ont été créés, le bar emblématique de Côte d'Ivoire, comment ça s'appelle ça? La Cour des Grands, tous ces bars-là sont envahis aujourd'hui par les vagues. Je ne pense pas qu'ils tiendront encore longtemps. Je le disais tantôt, le poste frontalier de Côte d'Ivoire Copé finalement va disparaître un beau matin. Et donc, c'est un phénomène assez préoccupant et les populations elles-mêmes vont en parler dans ces vidéos que nous allons suivre. Mais c'est la disparition même des villages et de tout ce que ces villages comportent comme richesse culturelle, anthropologique et culturelle qui sont en train de disparaître. Et ils n'ont plus d'école, ils n'ont plus d'habitation, ils n'ont plus d'endroit pour enterrer les morts. Il n'y a plus de mémoire. Donc, moi, je félicite toute notre équipe qui a fait un travail assez méticuleux. Ça nous a pris autant de temps. On devait publier ce dossier depuis fin décembre, mais bon, on a eu quelques semaines de retard, mieux vaut que tard, et ça a été maintenant publié. Et donc, nous allons inviter tous ceux qui nous suivent à regarder ces vidéos. Elles seront un peu longues, mais c'est notre pays, c'est ce qui nous arrive. Il faut que chacun prenne le temps de suivre, de regarder ce qui se passe sur notre côte. On n'a que 48 km et le rythme auquel la mer est en train de prendre les terres, je ne suis plus convaincu depuis un certain temps que le Togo fait encore 56 600 km parce qu'il y a une grande partie, il y a une petite partie, je ne dirais pas une grande partie, qui est en train d'être engloutie par l'océan. Et il va falloir que les cartographes, avec les nouvelles technologies, les GPS et tout aujourd'hui, redéfinissent la surface exacte de notre pays. Donc, c'est le premier grand dossier que nous publions en début d'année. Aujourd'hui, c'est le 23 janvier. En attendant d'autres, nous avons pris la résolution maintenant de venir commenter sur le plateau de l'autre journal les grands dossiers qui sont les dossiers qui sont d'utilité publique. Si nous estimons que en dehors de la publication papier, un dossier est assez pertinent pour en faire un décryptage dans l'autre journal, on viendra le faire avec les journalistes qui ont
conduit le dossier ou qui ont mené l'enquête, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec l'érosion côtière. Il y a eu d'autres, il y a eu d'autres personnes qui ont fait des travaux, qui ont fait des enquêtes avant. La nôtre plutôt n'est qu'un complément de tout ce que les autres ont fait avant, pour toujours accentuer, interpeller les gouvernants à prendre toutes les mesures pour que ce phénomène soit atténué. Il ne s'agit pas de louer les projets. Au Togo, c'est toujours bien, on a des projets, on a des chefs de projet, tout ça, ça finit parfois dans les poches de quelques individus. Les épis, les enrochements, tout ça, on en a entendu parler il y a 15 ans, il y a 20 ans. On en a construit avant, la mer a enjambé tout ça. Est-ce qu'il n'est pas temps d'aller vers d'autres solutions que seulement la solution de mettre des roches et autour des roches du sable pour essayer de voir si on peut arrêter la mer. Donc la question de l'enrochement et des épis, c'est pas nouveau. On a déjà essayé ça. Je ne sais pas quelle serait la particularité de ce qui va être fait maintenant, mais toujours est-il que le phénomène est pressant. Les gens sont menacés dans leur existence. Et il y a lieu de réagir et de mettre de gros moyens. Donc, merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette enquête-là. Donc, merci à Tino, merci à Alice et merci à toi-même. Et voilà. Donc, merci beaucoup. Donc les vidéos seront publiées à la suite de tous les commentaires qui ont été faits tout à l'heure, le décryptage et la conclusion que je viens de faire. Donc on publiera les vidéos par séquence pour que les gens puissent voir ce qui se passe dans tous ces villages que vous avez visités, Toevikope, Agbodrafo, Betchogbe, c'est ça. Et je ne sais pas si vous êtes allé à Gomukope, en tout cas tous ces villages que vous avez traversés tout au long de la côte, pour faire ressortir ce phénomène de l'érosion côtière qui devient aujourd'hui un cas social. Parce que Alice venait de le rappeler, il y a des réfugiés de la mer aujourd'hui, les gens qui sont victimes de la mer dans leur propre pays, et il faut agir, et il est temps d'agir. Voilà. Il est vraiment temps d'agir. En tout cas, merci. Merci à vous, chers confrères, d'avoir pu réaliser ce dossier.